Bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans votre émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui décrypte et analyse l'information pour vous permettre d'avoir une vue large et profonde sur les sujets de l'actualité nationale. Au menu de ce numéro de Starcom, nous parlerons de la crise politique guinéenne qui est rentrée dans une phase critique cette semaine. Il faut le dire que la tension reste toujours vive dans la région de la Moyenne-Guinée, d'où les manifestations de résistance active et permanente au projet de référendum sur la nouvelle constitution ont pris une autre tournure. Conséquence, des bâtiments administratifs ont été attaqués, pillés et vandalisés par les manifestants à Dalaba, Pita, Lelouma et Labé. Il faut dire également qu'à Labé, 3 cas de morts ont été enregistrés ce jeudi. Un chauffeur, un mécanicien, l'ambulancier de l'hôpital régional de Labé ont perdu la vie dans les heures qui ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Et dans cette émission, nous on pose le débat également sur la lecture qu'il faut faire de ces violences, notamment qui commencent à être inquiétantes en Guinée. Il faut le dire que les partisans du FNDC de l'Abbé exige désormais le départ du préfet et le gouverneur de la région. Une information qui tombe notamment au moment où le gouvernement invite le président de la République à la fixation de la date pour la tenue du référendum constitutionnel. On en parle avec nous dans cette émission comme invité M. Ibrahima Aminata Diallo, président de la plateforme de jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, en abrégé PJDD. M. Diallo, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Et c'est un plaisir également, M. Barry, et bonjour ou bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Alors, il faut dire qu'on va commencer d'entrer par cette première question. La crise guinéenne, il y a une certaine exacerbation en termes de violence aujourd'hui. Vous, en tant que membre, acteur de la société civile, quel regard portez-vous sur cette situation guinéenne qui devient de plus en plus tendue à Conakry, mais plus particulièrement dans la région de la Moyenne-Guinée? Bon, écoutez, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je commencerai d'abord par planter le décor de cette violence, parce que souvent en Guinée, on aime s'attaquer au mal et on laisse la racine du mal. Le problème de ces différentes violences répétitives, il faut le dire ainsi, dans notre pays, je pense que c'est quelque chose qui ne date pas de nos jours. La Guinée, c'est un pays disant pratiquement depuis son indépendance à nos jours, les États guinéens qui sont succédés ont toujours géré sa population avec de la violence. C'est le cas du premier régime de 1958 jusqu'à 1984. Et oui, ça peut même se justifier par notamment ces événements qui ont marqué l'histoire de la Guinée, tristement le Cambaro. Très bien. On a également le massacre du 28 septembre. Et voilà. Donc voilà, ou bien même le 22 janvier 2007. Évidemment. Donc ça veut dire que chaque régime pratiquement a fait quelque chose, un événement qui a marqué de façon négative l'histoire de notre pays. Et c'est pourquoi vous avez vu, le premier régime, ça fait plus d'une trentaine d'années depuis qu'il est parti, mais on continue à commémorer, n'est-ce pas, les victimes de ce régime, le 25 janvier passé, vous avez vu. Donc c'est pourquoi je dis souvent que c'est un problème qui ne date pas de nos jours et que la Guinée, c'est un pays de paradoxe. Un pays de paradoxe parce que voyant la Guinée de l'extérieur, on ne pense pas qu'on pouvait, avec ces opportunités, qu'on pouvait, n'est-ce pas, avoir aussi des régimes qui sont cyniques, parce que le fait de pendre, n'est-ce pas, les pendaisons qu'on a connues, le jet noir au Cambaro, mais également avec le régime de Lansana Conté, on a vu toujours au même pont où on a massacré une bonne partie des jeunes parce qu'ils ont manifesté, exprimé leur indignation face, n'est-ce pas, à l'époque de cette malgouvernance qui était devenue endémique. Et vous avez vu, on ne sait même pas combien ont été tués par balle et des disparus. Ça, c'est en 2007 avec le mouvement syndical que tous les Guinéens ont connu. Et pour que Dadis aussi vienne, on a vu pour qu'il quitte, il a fallu qu'il y ait des centaines de morts au stade du 28 septembre. Mais pour le cas spécifique, notamment du régime d'Alpha Condé, il y a une certaine interrogation parce qu'on estimait quand même que la Guinée, avec l'accession d'Alpha Condé au pouvoir, il y avait cette impression de démocratisation. Donc du coup, les violences dont on parle là sont un peu le résultat d'une
des deux positions, notamment le FNDC qui est contre le projet de nouvelle constitution et notamment l'autre camp qui est la présidence, notamment. Donc, on enregistre des violences. Est-ce que ça pouvait se justifier, surtout que ça arrive en Moyenne-Guinée, plus particulièrement, parce qu'on enregistre là 3-4 morts, dont un ambulancier, c'est quand même grave. Si vous parlez de la situation actuelle, moi je vais dire depuis, donc comme vous l'avez dit, depuis l'arrivée du président professeur Alpha Condé au pouvoir, il y avait une lueur d'espoir, sachant que c'était le premier président, entre guillemets, qui était démocratiquement élu. Il est venu par les urnes. C'était la première fois. Quand j'ai dit entre guillemets, d'une élection, même si c'était une élection jamais parfaite. Oui, je suis d'accord, mais il est venu au pouvoir par les urnes. Oui. Donc là, c'est quelque chose qui était à saluer. Alors, parlons de violence de l'abbé. Donc cette violence dont vous parlez de l'abbé, pas de l'abbé seulement, depuis le déclenchement du FNDC le 14 octobre, vous savez déjà, il faut partir de là. Toute manifestation était interdite dans le pays et depuis disons la reprise de ces manifestations et l'arrestation de la coordination du FNDC et le 14 on a commencé cette manifestation 14, 15, 16. Ce qui veut dire que tout cela pouvait se justifier avec notamment ces actions qui ont été un peu des prémices en termes de c'était des prémices parce que tout simplement il y avait ici l'intention de ce coup d'État constitutionnel en cours avec le régime actuel et que les gens souvent, chacun interprétait à sa façon comme pour dire que la Guinée aujourd'hui, le président Alpha Condé n'a jamais dit qu'il voulait un troisième mandat. Donc je prends ces violences de 14, 15, 16, en 3 jours on a arrêté 11 cas de mort, 10 à Conakry et 1 à Mamou, donc c'était un gendarme. Donc à partir du moment où on est dans un pays où il y a l'impunité, d'accord, cela signifie que la violence va continuer et cette violence s'est exacerbée et aujourd'hui ça s'est transporté, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays où les gens fuient Conakry. Parce que Conakry est une capitale aujourd'hui où il y a beaucoup de violence, mais maintenant là où on va pour se réfugier, c'est devenu encore notamment des théâtres, très bien, des théâtres de violence, des zones qui étaient autrefois très paisibles. C'est le cas de Dalaba, c'est le cas de Pita, c'est le cas de Luma, très rare. Et j'ai l'impression que c'est la révolte de 2007 que nous sommes en train de vivre, janvier-février 2007. C'est la même chose. Parce qu'on s'était aussi attaqué aux édifices publics, il y avait cette manifestation violente. Mais sauf que la particularité de ces manifestations de l'intérieur, ça se passe parce que dans les zones qu'on estime être favorables à l'opposition, est-ce que il n'y a pas une certaine manipulation derrière, selon vous? Bon, écoutez, comme déjà la cartographie de la Guinée, c'est un pays, c'est pourquoi j'ai dit c'est un paradoxe. On a déjà la cartographie des électeurs de chaque leader politique connaît là où, n'est-ce pas, il y a ses électeurs. Le fief de tel est connu, c'est tel. D'abord, ça, c'est un problème à part. C'est quelque chose que dans les conditions normales, nous, notre génération, on devrait travailler sur ça. Une zone ne doit pas être destinée spécialement à un candidat. C'est le travail et son projet de société qui devrait le montrer. Est-ce que écoutez, la question de la constitution, je le dis et je le répète, ce n'est pas une question politique seulement. Ce n'est pas une question de légitimité, mais c'est une question de légalité. Prenons la constitution de mai 2010. Le président Alpha Condé a prêté serment 2 fois sur la même constitution. J'aurais bien voulu aimer que le président Alpha Condé, en 2010, une fois au pouvoir, qu'il fasse peut-être ce changement constitutionnel pendant ce premier mandat et qu'on arrive aujourd'hui, qu'on dise, bon, il a fait une modification ou un changement constitutionnel et qu'en de 2015 à nos jours, on ne serait pas là. Peut-être ça ne pourrait pas être comme si... Vous voulez dire que derrière ces manifestations de l'intérieur, notamment au Fouta, c'est pas politique, mais plutôt... Moi, écoutez, c'est citoyen. Moi, je le dis que c'est une manifestation citoyenne. On ne doit même pas politiser cela. On doit plutôt aller vers, n'est-ce pas, le dénouement de cette crise et essayer de ne pas mettre dos à dos entre ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, cette constitution. Parce que le changement constitutionnel signifie remettre les compteurs à zéro et voir
la possibilité non pas d'un troisième mandat, d'une présidence à vie. Parce que si on commence, selon, entre guillemets, ce qu'ils ont dit, une constitution où ils ont mis 6 ans, n'est-ce pas, pour un mandat, et renouvelable une seule fois, la même chose, ils ont ajouté une année. Donc 12 ans, parce que c'est ça, plus l'âge, et ce n'est plus maintenant un secret de polichinelle. On l'a compris à travers la sortie médiatique de Malik. On va revenir sur la position du gouvernement par rapport à la crise. Alors, vous parlez tout à l'heure qu'on a l'impression qu'il y a une certaine tentative désormais des politiques eux-mêmes d'opposer les Guinéens en termes notamment de ceux qui sont pour ou contre cette nouvelle constitution. Il faut dire quand même qu'il y a un fait de société qui s'est passé du côté de la casse et qui a failli même tourner au vinaigre parce qu'il y avait des menaces notamment qui étaient prendues en l'air par rapport notamment à l'attaque des boutiques à Madina. C'était l'incendie de la casse. On va suivre cet élément de reportage avant de revenir désormais pour débriefer cette autre actualité guinéenne. Une dizaine de véhicules incendiés à la casse de Madina. Sur place, c'est la confusion ce matin. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, l'acte s'est produit dans la nuit du mardi à mercredi. Une information judiciaire est ouverte en vue de situer les responsabilités. Nous demandons à l'autorité de faire l'enquête autour, de rechercher les fauteurs, de punir. Il faut que la justice soit rendue. Cet incident vient s'ajouter à la stupeur de Madina, dont le commerce est presque à l'arrêt depuis quelques jours. C'est la conséquence du mot d'ordre de résistance active et permanente lancé par le FNDC. Sur la route Le Prince, magasins, boutiques, stations-service restent fermés. Mais le quotidien a ses exigences chez bon nombre de citoyens. La ville aujourd'hui encore c'est mou, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'activité, même marché ça ne va pas, tout ça là. Même à Madina ça ne marche pas, tout ça là. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Il faut que le problème là va changer complètement. On veut le changement, l'autre gouvernement va venir. Vraiment on souffre, les Guinéens en ont besoin maintenant d'un changement. Ce que nous voulons, que le président accepte de laisser l'affaire du troisième mandat. Il n'a qu'à nous organiser des élections libres et transparentes. C'est lui qui a la chance de remporter, qu'il remporte, qu'il gère bien la Guinée. Ces tensions à répétition en Guinée ne laissent pas indifférente la communauté internationale. Dans une déclaration rendue publique le mardi 21 janvier 2020, elle a appelé au respect des droits de l'homme. La question des droits de l'homme est plus que jamais d'actualité en Guinée, avec la commémoration ce mercredi du 13e anniversaire des événements de janvier-février 2007. La question de la violence reste toujours de mise en Guinée. Alors, M. Diallo, on a vu, après avoir parlé des violences notamment de l'abbé et cet incendie de la casse, il y a une certaine machination derrière aujourd'hui pour opposer les Guinéens qui sont favorables notamment pour et contre la nouvelle constitution. Aujourd'hui, de votre regard, qu'est-ce qui pourrait motiver cette machination dont on parle aujourd'hui en termes d'opposition des ethnies pour dire que ce sont les Peuls et les Malinqués ou telle région qui sont en train de se battre? Bon, écoutez, souvent cette question d'opposer les ethnies, c'est l'arme par excellence des politiciens. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Malinqués et les Peuls sont opposés dans les quartiers ou dans les relations. En tout cas, parce que, pour l'incendie de la casse, même si on n'avait pas identifié les coupables, mais déjà on pointait du doigt les responsables du FNDC qui, par écossais selon eux, ont des boutiques. Donc si on touchait désormais une voiture, on touchait une boutique. Donc là, c'était bien parti, notamment les accusations. Oui, écoutez, moi je commencerai par saluer la maturité du président des Jeunes de l'Axe, de la CAS plutôt, qui a dit qu'ils ne vont pas céder à la provocation. Oui. Écoutez, moi personnellement, il est difficile de faire la lecture de cet incendie comme pour dire on peut situer la responsabilité dès qu'on voit la situation en tant que telle. C'est devenu, que la crise en Guinée est devenue un marché pour certains. Ouais. Et aujourd'hui, du businessman de la crise. Ouais. Et si les jeunes de l'Axe ou bien les jeunes de la CAS
prenait cet incendie comme pour preuve, pour brandir, pour dire aux Guinéens, écoutez, ce sont telle ethnie, telle communauté, ce sont eux qui sont à la base, on va s'attaquer à leur bien, je pense qu'on ne serait pas là. Alors aujourd'hui, les Guinéens devraient plutôt comprendre que personne n'a à gagner, n'est-ce pas, à travers cela. Moi, je pense que ça, c'est le cas de la casse. C'est mon hypothèse personnelle. Je dirais que c'est quelque chose qui a été préparé, orchestré, afin de s'attaquer, n'est-ce pas, au bien de certains dans ce pays, afin que le pays s'embrase, parce qu'on va avoir le scénario du Congo pour un glissement de calendrier ou autre, parce qu'il y en a qui pensent, pour gérer le pouvoir, tous les moyens sont bons. Alors, il faut dire quand même que la peur est très au ventre de bon nombre de Guinéens par rapport notamment à tout ce qu'on a entendu comme déclaration après l'incendie de la casse. Mais avant de parler notamment de la position du gouvernement face à toutes ces violences enregistrées à Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays, on marque une courte pause avant de revenir désormais dans cette émission pour parler de la réaction gouvernementale qui désormais brille par la fermeté totale face notamment à ces journées de résistance du FNDC. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. De retour sur ce plateau de l'émission Starcom qui reçoit aujourd'hui M. Ibrahima Aminata Diallo, président de la plateforme des jeunes de l'axe, des jeunes leaders de l'axe pour la démocratie et le développement en PJDD. Il faut dire que dans cette émission, pour cette deuxième partie, nous nous intéressons maintenant à la réaction de l'État guinéen face notamment à cette situation de crise qui prévaut en Guinée, plus particulièrement en Moyenne-Guinée, pendant que des voix s'élèvent notamment pour appeler au dialogue et à l'apaisement. Les autorités ou le gouvernement guinéen invitent le président de la République notamment à la fixation de la date pour le référendum constitutionnel, une date qui sera annoncée notamment dans un décret par le président de la République. Alors, M. Diallo, on estimait quand même qu'au regard de ces violences en termes de morts enregistrées et également de ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de l'Abbé, on estimait quand même que l'État pouvait notamment être un peu plus compatissant par rapport à ce qui se passe, mais on voit que les déclarations de l'État guinéen montrent à suffisant qu'il y a une détermination de l'État à aller vaille que vaille à ce projet de nouvelle constitution. Il y a d'abord la déclaration du gouverneur dont le départ est exigé par les membres du FNDC de l'Abbé, Madi Findiane, qui est parti, qui allait même jusqu'à aller à traiter les citoyens de l'Abbé comme étant des rebelles et pourquoi pas des islamistes auxquels ils feraient face de toute façon. Est-ce que ça vous a surpris, cette communication? Bon, écoutez, ça ne m'a pas surpris parce que je connais l'homme, le gouverneur actuel de l'Abbé. Je l'ai côtoyé quand j'étais dans certaines structures, quand il était là en tant que ministre de la Sécurité. N'oubliez pas qu'il a été ministre de la Sécurité au temps du président Lansana Conté. Et les propos qu'il tenait à l'époque et ce qu'il a tenu tout récemment lors de notre atelier à l'Abbé, j'ai compris quelque part, ce n'était pas quelqu'un qui est comme Sadou Keita. Je ne fais pas ici la promotion d'un gouverneur par rapport à l'autre. Sadou Keita, qui était gouverneur là, il a pu et il a su gérer l'Abbé, n'est-ce pas, jusqu'à son départ, il n'y a pas eu de violence. Donc, s'il va pour une mission, et que cette mission, c'est de déstabiliser une zone, soi-disant une zone favorable à l'opposition, oui, je pense que peut-être la mission, il fait la mission d'un camp. Cependant, quand on est gouverneur, on ne doit pas jouer, n'est-ce pas, une partie prise, n'est-ce pas, du côté de l'État pour dire que nous sommes là pour, notamment pour l'État, nous sommes là pour le peuple. C'est un gouverneur, il est nommé certes, mais il est là pour le peuple. Est-ce que la réaction ou la façon dont les partisans du FNDC se comportent en termes d'attaque et de pillage dont les édifices publics sont victimes également, certains même préfets ont été sachés est-ce que là, il n'y a pas lieu notamment de parler de rébellion? Écoutez, le terme est lourd. Oui. S'il y a des rebelles ici, on va commencer par la violence n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Oui. On a entendu beaucoup de discours, des va-t-en-guerre, des discours pour parler de l'affrontement, aller vers l'affrontement, parler d'une communauté qui a connu la guerre de la gauche ou à droite, etc. On a connu cela. Mais je pense que la meilleure façon de gérer les citoyens de l'Abbé, ce n'était pas aussi de les attaquer avec des violences verbales. Moi, je pense, à mon avis, le gouverneur de la ville devrait jouer à l'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, toute la situation de ce pays, autour de ce débat
sur la Constitution, c'est un débat, n'est-ce pas, je dis bien, juridique. Alors, au lieu de s'attaquer verbalement aux citoyens de l'AB en les traitant de djihadistes ou en les traitant de rebelles, c'est leur droit. Quand ils ne veulent pas de lui en tant que gouverneur, c'est leur droit. Donc, le discours qu'ils tiennent, ce n'est pas des discours d'apaisement. À mon avis, un gouverneur, il joue le rôle, il est le représentant du président de la République à l'AB. Donc, cette violence, on ne peut pas parler de 3 cas de mort. Même si une seule âme, un seul cas de mort, c'est de trop. L'ambulancier, imaginez-vous, c'est des violations de droits de l'homme en flagrant. Et il fait appel, il réquisitionne l'armée. Comment on peut réquisitionner l'armée pendant que la police et la gendarmerie... Dans les conditions normales, oui. L'armée vient en secours, c'est quand il y a une guerre, quand il y a des infiltrés. Est-ce que là également, ce n'est pas un peu un rapport avec la position du FNDC qui parle de journée de résistance? Est-ce qu'on est arrivé à ce stade? Vous savez que la Constitution, à son article 20e, consacre cela aux citoyens. Si toutefois vous avez affaire avec un régime, que vous pensez que vraiment que la confiscation et la dictature commencent à s'exacerber sur les citoyens, vous pouvez faire appel à une résistance active. À faisant quoi? À la désobéissance civile. Mais la désobéissance civile ne signifie pas de s'attaquer aussi aux édifices publics. Oui, c'est ce que je vous dis. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile aussi la face. Le fait de s'attaquer aux édifices publics, dans les conditions normales, on ne devrait pas encourager cela. Alors, M. Diallo, il faut le dire quand même que malgré ces victimes, malgré les mouvements de protestation du FNDC, le gouvernement guinéen invite le chef de l'État notamment à la fixation d'une date appropriée pour la tenue du référendum sur la nouvelle constitution guinéenne. Ce calendrier électoral fera l'objet d'un décret du chef de l'État qui, conformément à ses prérogatives, notamment constitutionnelles, procédera à la convocation du corps électoral en vue de la tenue du référendum. Alors, il faut dire que les membres du FNDC étaient également en conférence de presse suite à cette annonce du gouvernement et on écoute la réaction des leaders du FNDC. On revient juste après. Plus rien ne semble arrêter le président Alpha Condé et son régime dans leur projet de nouvelle constitution. Au cours du Conseil de ministres du jeudi 23 janvier 2020, le gouvernement a laissé entrevoir la possibilité de coupler le référendum constitutionnel aux élections législatives. Au Front national pour la défense de la Constitution, impossible d'avaler cette nouvelle pilule. Il revient avant tout à nous, peuple de Guinée, de continuer à assumer nos responsabilités en répondant massivement à l'appel de résistance du FNDC les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020. Que tous les citoyens majeurs opposés au 3e mandat manifestent dans leur quartier. Après un bref séjour à l'étranger, Sidia Touré replonge dans la crise politique guinéenne. Il est aussi agacé par l'obstination du gouvernement à mener le référendum constitutionnel. Nous allons vers un couplage. Le communiqué hier est fait pour qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter de l'huile sur le feu. C'est une manière de bien comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinéens, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il y a des morts, mais ils l'ont fait. Moi aussi, il y aura des morts, mais je vais continuer à le faire. Il nous appartient de réagir par rapport à cela. Et je voudrais qu'on comprenne le cynisme d'une telle position qui entraîne aujourd'hui des discours va-t-en-guerre, gauche à droite. On a l'impression qu'il n'y a plus d'État ici. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de responsables. Chacun raconte dans son coin ce qu'il a envie de dire, à condition que les Guinéens puissent être opposés les uns aux autres. Mais c'est vraiment la disparition totale du leadership qui nous entraîne dans cette voie. Puisque ce leadership n'est intéressé que par une seule chose, être présent même si c'est pour gouverner les cimetières. Tandis que le torchon brûle entre le pouvoir et l'opposition, une mission de la CEDEAO conduite par Ibn Chambaz est annoncée à Conakry. Cette tradition diplomatique ne semble plus apaiser la colère de l'opposition guinéenne qui a ses propres exigences. S'il renonce à ce projet, il accepte de respecter, ça peut régler le problème. Parce qu'il ne faut pas rappeler les avantages et les vertus de la paix
sans rechercher les sources de conflit, si vous voulez la paix. Donc j'ai dit, voilà, des sources de conflit. Réglons, si vous voulez vous intéresser à la paix en Guinée, essayez de régler ça. Comment on interprète la loi, non, pas comment la contourner, parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus, on le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix, il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Donc voilà un peu ce qu'on attend de la communauté internationale. Il y a des bonnes volontés à l'intérieur qui bougent, qui viennent vers moi. Voilà ce que je leur ai dit. Voilà les sources de conflit. Si vous voulez la paix, vous recherchez les sources de conflit et puis vous les réglez. Confrontée à une des plus graves crises internes, la population est sur le qui-vive. À Mamou, l'on apprend que la ville est quadrillée par les bérets rouges. Au cours des échauffourées entre les citoyens et les forces de l'ordre le jeudi, au moins 3 personnes ont perdu la vie à l'abbé et 4 autres ont été blessées par balle. La ville est également placée sous haute sécurité ce vendredi. Et vous l'avez compris que malgré la détermination du gouvernement, le FNDC également reste droit dans ses bottes à travers notamment ces journées de résistance active et permanente. Alors, M. Diallo, on a écouté quand même, d'abord, il y a d'un côté le gouvernement qui est décédé et de l'autre côté le FNDC qui ne veut pas reculer d'un État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut craindre? Parce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en termes notamment de violence, tout est à craindre. Bien sûr que le climat sociopolitique du pays doit inquiéter tous les Guinéens de bonne volonté, tous ceux qui œuvrent pour la promotion de la paix et d'un état de droit. Et je pense que cette paix dont nous réclamons tous, ce n'est pas un silence forcé. Ouais. Nous sommes dans un silence forcé. Aujourd'hui, ces crises qui se répètent dans notre pays ont été préparées, orchestrées, entretenues. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a souvent de la violence parce que l'impunité bat son plein. Que dites-vous de la détermination du gouvernement malgré tout ce qui a été enregistré en termes de morts, en termes de victimes? Écoutez, mais désormais on parle de couplage d'élections au lieu d'élections législatives. Et je vais répéter comme l'a dit Sidi Touré, ça c'est jeter l'huile sur le feu. Parce que au moment où le FNDC est en train de se battre pour le respect, n'est-ce pas, de la Constitution, ça veut dire que les morts, ça leur dit rien. Les dégâts matériels, ça ne leur dit rien. Et aujourd'hui, la crainte, parce qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui ont quitté Conakry. Ça, je vous dis, je connais des gens dans notre quartier à Koloma qui ont déménagé, qui ont préféré prendre leurs enfants, les sortir de l'école et les envoyer à l'intérieur parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Donc, ces différentes menaces que vous avez, ça a amené même beaucoup de jeunes aujourd'hui ont quitté ce pays, n'est-ce pas, parce qu'ils sont dans l'insécurité totale, à la recherche n'est-ce pas, d'une vie meilleure du côté de l'Europe. C'est le cas de certains jeunes en France. Certains Oumar Bari de Lyon qui m'appellent souvent dans ce cadre-là parce qu'ils n'ont pas la situation aujourd'hui là-bas. Ils sont dans des conditions et heureusement pour eux, la Guinée aujourd'hui, quand ils disent qu'ils ne sont pas en sécurité et la situation encore montre qu'ils ne sont pas en sécurité. À qui la responsabilité? Est-ce que c'est le président qui n'est pas bien informé ou bien c'est le président Alpha Condé qui se remet face à ce qui se passe en Guinée? Écoutez, moi je pense que le président de la République, j'ai l'impression qu'il mène le leadership que moi personnellement je condamne. Leadership émotionnel. Quand on est leader, on doit être modeste. Il dit qu'il n'écoute pas les médias. Quand vous entendez les discours du président de la République, vous devez, si vous avez fait le leadership, si vous connaissez comment gérer, même si c'est une famille à la maison, votre femme et vos enfants, vous aurez la crainte, vous aurez la peur au ventre, parce que vous comprendrez que ce sont des discours c'est-à-dire où il exprime son je m'en foutisme dans un pays où chaque fois il y a des cas de mort. Donc à mon avis, la solution de ce problème est dans ses mains. Les sorties médiatiques pour dédouaner de temps en temps les forces de sécurité dans les différentes tueries, d'accord, et que ces familles-là sont là, parce que vous savez qu'on a le manque de compassion, le manque de compassion même à l'égard de ces familles, des victimes, et c'est-à-dire 2 poids 2 mesures, 2 poids 2 mesures. Et quand il y a un problème d'un côté, on fait la compassion, de l'autre côté, on fait la complaisance. Et on dédouane, n'est-ce pas, ceux qui sont censés, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un maintien d'ordre, on sait ceux qui sont censés détenir les armes à feu, ce n'est pas les manifestants. Mais malheureusement, nous continuons toujours
à se jeter cette responsabilité. Et je pense que peut-être le gouvernement actuel du président Alpha Condé, ce sont les crises qui l'arrangent. Alors, il faut dire quand même que le Front national pour la défense de la Constitution entend maintenir la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé. Et n'oubliez pas également que la communauté internationale a levé la voix pour notamment épingler le pouvoir d'Alpha Condé en ce qui concerne l'exigence de l'ouverture des enquêtes impartiales sur les tueries enregistrées lors des manifestations. On en parle à la troisième partie de cette émission. Après cette courte pause, on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Alors que le Front national pour la défense de la Constitution appelle à ses partisans à se mobiliser à nouveau pour des journées de résistance active et permanente, plusieurs pays partenaires à la Guinée demandent à l'État guinéen d'ouvrir des enquêtes impartiales sur les violences enregistrées lors des manifestations. Ils sont la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas, pourquoi pas le Canada, ont surtout exprimé leur inquiétude au sujet de l'encadrement des manifestations en Guinée. Alors, M. Diallo, on le sait bien qu'il y a deux reproches qu'on peut faire à l'État guinéen par rapport notamment à son insistance à aller coûte que coûte, vaille que vaille à ce projet de nouvelle constitution, mais également il y a le Front national pour la défense de la Constitution au regard des arguments aujourd'hui, refuse tout dialogue en ce qui concerne notamment la question sur l'éventualité d'un troisième mandat. Est-ce que le blocus n'est pas également du côté des FNDC? Bon, moi, j'ai toujours reproché, parce que quel que soit le problème, à mon avis, aujourd'hui, que ce soit le FNDC, dont nous appartenons bien sûr, que ce soit le gouvernement, tout problème doit trouver des solutions. Donc, le fait de voir à chaque fois des manifestations et des cas de mort sur tout ça, devrait amener les gens à réfléchir, à ne pas faire la théorie de la table rase et que, disons, la politique de la chaise vide. Si toutefois, le gouvernement a la volonté, parce que le préalable du FNDC, c'est que le président de la République renonce d'abord à ça. C'est déjà un refus de dialogue. Ça, c'est un refus de dialogue. Ouais. D'accord. Et du côté de la mouvance également, je pense qu'il pourrait bien sûr faire un communiqué pour dire on sursoit à tout pour que nous nous retrouvions, parce que c'est la Guinée. Ce n'est pas des étrangers. Malheureusement que la Guinée, c'est toujours les étrangers qui viennent au secours. Et même les élections de 2010, vous avez vu que c'est un étranger qui a été président de la CENI. Mais on devrait mettre la balle à terre. Chacun renonce à une partie, parce que pour qu'il y ait, n'est-ce pas, médiation entre deux camps, il faut... Et le gouvernement guinéen, il travaille pour le peuple de Guinée. L'FNDC défend également le peuple de Guinée. Si tel est le cas, alors pourquoi pas aller vers une rencontre sincère, parce que c'est ça aussi, et voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas mettre les deux dos à dos. Ouais. La question constitutionnelle, je le répète, est une question de légalité. Alors, le président de la République, le président Alpha Condé, à son dernier mandat, ne devrait pas se hasarder, n'est-ce pas, à changer toute la Constitution. Peut-être un amendement pour ne pas toucher les articles dont les juristes appellent cadenassés, non l'article 27, les intangibilités, l'article 27, la forme de la République, la laïcité, etc. Alors, si vous permettez, il faut dire quand même que et le FNDC, bien évidemment, avant de parler de la sortie de la communauté internationale qui exige notamment l'ouverture des enquêtes impartiales, on va aller à cet autre élément consacré également à la réaction de ces Guinéens, parce que FNDC et le FNDC et l'État guinéen parlent au nom de ces citoyens. Et nous avons tendu notre micro notamment à ces citoyens qui se sont exprimés sur cette annonce faite par le gouvernement en ce qui concerne la fixation de la date du référendum. Voici les réactions. Et vu maintenant que c'est des suppositions, on n'est pas encore passé à l'acte, mais nous déjà au MPDG, avant même que cette question ne soit posée, nous nous sommes retrouvés la base et la direction du parti, nous avons pris une décision. Et cette décision pour le respect et la discipline du parti, je me réserve pour le moment, mais nous sommes clairs là-dessus. Et dès lors que cette question de couplage des élections et le référendum sera mise sur table, eh bien, vous prendrez compte de notre position. Mais pour le moment, la position de MPDG est très claire dessus.
nous parlons des élections législatives. Donc pour le moment, on ne veut pas être distrait par des personnes qui pensent qu'ils vont nous distraire par rapport à cette question. Nous sommes très clairs et nous sommes fermes là-dessus. Mais nous attendons la décision du gouvernement, la décision du président de la République. Peut-être pour passer à l'acte, il s'agit au moins de prendre un décret convoquant le corps électoral à un référendum. Dès lors que cette décision-là sera rendue à la place publique, et vraiment nous allons vous donner notre position par rapport à cette question. Vous savez, ça c'est moi je ne suis pas membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est pourquoi il a dit de coupler les élections. Je ne suis pas dans les confidences du gouvernement. Moi, la première proposition que j'avais faite, c'était le couplage, même pas du référendum, parce qu'on ne parlait pas de référendum. Moi, c'était du couplage des élections législatives et les présidentielles. Parce que, d'abord, en matière de temps, ça nous aurait donné plus de temps, et économiquement, ça aurait un peu apaisé l'assiette financière. Mais je sais ce que les élections coûtent. Faire 2 élections, 3 élections, entrecoupées, moi je sais ce que ça coûte. Mais si nous pouvons coupler et les élections législatives et le référendum, je crois que ça serait une très bonne chose. Moi je salue l'idée du gouvernement, mais si le gouvernement l'a proposé, c'est qu'ils savent pourquoi ils l'ont proposé. Il y a un adage qui dit, si tu vois un margouillat coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé le moyen là où sortir sa queue. Donc le gouvernement est mieux placé d'expliquer. Vous me reposez la question en tant que membre du gouvernement, je vous aurais répondu. Mais quand même, moi, vous me posez la question en tant que profane. Je ne sais pas. En tant que parti politique, non. Oui, moi, je participe aux élections législatives. Mais moi, mon point de vue, c'est le couplage ne poserait pas de problème pour éviter une saignée financière. Partis politiques qui ont décidé de participer à ces élections législatives, une élection désormais qui change de cadence et de mesures si on arrivait à ces couplages. Alors, M. Diallo, est-ce que cette sortie de la communauté internationale vous dit quelque chose pendant que ça intervient à un moment où quand même la Guinée, la violence est en train de s'exacerber et qu'il y a une tension dans l'air entre pro et contre nouvelle constitution? Et moi, je peux vous dire que même l'intervention de la communauté internationale a tardé. On a toujours crié dans les déclarations, dans des conférences, interpellant la communauté internationale de ne pas faire le médecin après la mort. Il a fallu attendre, depuis le déclenchement de cette opposition de la FNDC à toute modification de la Constitution, on est à une vingtaine de morts. On a arrêté, je pense qu'on va vers les 30 morts. Et cela est connu de la communauté internationale, mais ils sont restés dans un silence coupable. Moi, je pense que les Guinéens ne devraient pas compter sur la communauté internationale. Parce que ce n'est que des annonces. Ce n'est que des annonces. Et des déclarations. Des déclarations. Ils n'ont aucun pouvoir parce que la Guinée est une république indépendante et que quelque part, même si on a ratifié à beaucoup d'organisations internationales, quelque part, n'est-ce pas, le respect de cette indépendance de la Guinée, n'est-ce pas, c'est couvert par la plupart de ces principes. Donc, à ce niveau, il ne faut pas trop s'attendre. Moi, je n'attends pas trop de la communauté internationale. J'attends à la volonté des citoyens guinéens qui sont épris de paix, de justice et d'un état de droit de faire face à ce coup d'état constitutionnel, de ne pas ethniser ce débat, de ne pas régionaliser ce débat. D'accord? Il faut aller vers des citoyens pour leur expliquer les conséquences d'un pouvoir à vie, d'un vieux président qui est là aujourd'hui âgé, et les rappeler un peu dans une justice transitionnelle, bien sûr, qu'en 2003, on a connu le même scénario avec le président Lansana Conté, qui nous a amené, n'est-ce pas, en 2008 à sa mort au pouvoir, et qu'on a dit qu'on a ramassé le pouvoir dans la rue, et le même scénario risque de se répéter, parce que généralement il n'y a pas 203, et je pense qu'on n'en a pas besoin maintenant. C'est pourquoi, pas au prix du sang de tous les Guinéens, mais
selon ce que la loi ordonne, selon tout ce que la loi confère aux citoyens, de faire recours à cela pour se faire entendre, pour exprimer leur indignation, pour dire au président Alpha Condé qu'ils veulent qu'il sorte par la grande porte. Même si aujourd'hui il a fait les tentatives, on va dire qu'il s'il sort, il déclare qu'il ne sera plus candidat, n'est-ce pas, en 2020, et que ce sera la pression populaire, mais il est leader, il doit accepter cela. Alors, on va parler désormais notamment de l'Axe, parce que vous êtes le président de la plateforme, notamment des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Et on le sait bien que toutes les violences qu'on enregistre en Guinée se produisent notamment du côté de l'Axe. Et vous, vous êtes un produit de l'Axe, parce que vous êtes parvenu même jusqu'à aller à vous construire en termes de structure. Dites-nous, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui sur l'Axe en termes de sécurisation et pourquoi pas de promotion de la paix de la part de votre plateforme en termes notamment de prise de conscience, parce que le plus souvent on vous qualifie de jeunes jeteurs de cailloux et pourquoi pas de vandales. Bon, écoutez, chacun a sa façon d'expliquer sa perception sur cette zone de l'Axe. Mais parce que pour certains c'est l'axe du mal, pour d'autres c'est l'axe de la démocratie. Que ce soit l'un ou l'autre, il est important à ce que tous les Guinéens reconnaissent, c'est une zone démocratique qui défend des valeurs. L'Axe ne défend pas un individu, l'Axe ne défend pas une ethnie, l'Axe ne défend pas un parti politique. Pour preuve, le siège du RPG était là-bas. Le premier siège était là-bas. C'est une preuve. Et toutes les révolutions démocratiques en Guinée, c'est l'Axe. Voilà. Et si vous prenez l'exemple même de la nomination de Lansana Kouyaté en 2007, après la révolution de 2007, vous vous rappelez, nous on a célébré ça comme une victoire en face du régime. Qu'est-ce que vous faites sur l'Axe actuellement? Comme on le dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La PJDD, qui est une plateforme qui regroupe en son sein 18 structures formelles et informelles, des jeunes engagés qui ont compris que la meilleure façon d'optimiser les résultats de sa lutte, c'est de renoncer à la violence et faire recours à une lutte non violente. Nous invitons souvent les jeunes de l'Axe, on ne les demande jamais à ne pas manifester. C'est la Constitution qui les consacre. Mais nous les invitons à faire recours à cette indignation, à exprimer leur indignation à travers des formes de lutte non violente. Des formes légales. Voilà. C'est dans ce cadre que nous avons créé le mouvement Sifflant pour l'alternance. Nous avons dit qu'en expérimentant cela, à l'image de Caracas par exemple, avec le mouvement Casserole, on pouvait déranger plus que si on sort d'un point A à un point B. Je donne l'exemple. Sur le terrain, les sifflets sont utilisés dans les marches des FNDC. Donc c'est vous qui êtes régulièrement. Oui, les jeunes, et nous avons distribué 1000 sifflets. On vous avait annoncé cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la situation actuelle... Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, notamment sur la situation? Impact, si on avait accepté, la première proposition, c'était qu'on accepte à partir de 1h du matin, tous les samedis, 1h du matin, qu'on siffle. Toute la ville siffle. Les villes à l'intérieur sifflent. Comment est-ce qu'on va dormir, M. Diallo? Écoutez, c'est une façon de montrer. Vous savez, non, écoutez, 5 minutes, M. Barry, 5 minutes d'exprimer son indignation à travers ce coup de sifflet. Peut-être ça pourrait attirer l'attention de tout un chacun. Comme pour dire, en Guinée, ça ne va pas. Le sifflet ne tue pas. Le sifflet dérange. Mais c'est mieux que si vous, M. Barry, vous passez sur l'Axe et que vous partez pour vos affaires, qu'un simple loupard s'attaque à vous, est-ce que votre plateforme n'est pas financée par l'opposition? Parce que, non, attendez, c'est l'information. On a des informations sur lesquelles il y a quand même l'opposition, pourquoi pas le FNDC, qui vous ravitaille. C'est vous qui faites la mobilisation en termes de marche, parce qu'à chaque fois qu'il y a marche, même la ville n'est pas calme, elle reste calme, mais sur l'Axe, il y a toujours des problèmes, et vous vous relevez de cet axe. Écoutez, le ridicule ne tue pas. Je vais me répéter. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe est une plateforme qui n'est ni pour l'opposition ni pour la mouvance. Mais nous avons dit que nous sommes prêts à soutenir toute revendication qui correspond aux valeurs que nous défendons. C'est la position de la PJD. Donc les mots, les expressions, vous êtes soutenu ou bien vous êtes financé par tel, on en a entendu plus souvent, on l'entend, mais nous l'assumons. Ce qui est plus dangereux, c'est si on se reproche de quelque chose. Nous sommes dans un siège. On est appuyé par une organisation de la société civile allemande, WFD, qu'on appelle Service pour la paix mondiale, qui nous appuie à travers les plans d'action que nous élaborons. Ce qui veut dire que vous ne dépendez pas de nous ne dépendons même pas d'un Guinéen.
Ce n'est pas le contribuable guinéen ou bien un parti politique. On n'est pas contrôlé par un parti politique. C'est ce qui fait la particularité même de la PJDD. Nous sommes plutôt appuyés par cette organisation qui pense que nous défendons des valeurs de paix. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais je vais juste vous laisser peut-être une minute afin que vous vous adressez aux jeunes de l'Axe, aujourd'hui qui sont traités de tous les noms d'oiseaux en termes notamment de manifestations ou de vandalisme. Vous qui êtes président de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, quel est votre invite à faire dans cette situation aujourd'hui critique au niveau de l'Axe? Rapidement. Et moi, j'invite les jeunes de l'Axe à continuer leur engagement sans attendre d'être payés par quiconque. Nous sommes dans une lutte. Cette lutte, c'est pour des valeurs et de continuer à défendre ces valeurs à travers des manifestations pacifiques, à travers des luttes non violentes. Il y a beaucoup d'approches que nous invitons les jeunes à utiliser parce que nous avons fait le constat. L'Axe a été toujours l'échelle de la plupart des politiciens. Même le président actuel a utilisé ça. On se sert de l'Axe pour arriver à ses fins. Oui. Et il faut que les jeunes de l'Axe refusent cela pour que nous soyons, quand nous sommes plus unis, nous sommes plus solidaires. Je pense que nous pouvons vaincre ce qui se passe dans ce pays. Et c'est sur cette invite notamment de M. Ibrahima Aminata Diallo. Je rappelle qu'il est le président de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, était avec nous dans l'émission Starcom. J'espère tout simplement que vous qui avez pris votre temps à nous suivre dans cette émission Starcom, vous avez éprouvé du plaisir à nous suivre et que l'émission Starcom vous avez permis notamment d'avoir une vue de profonde sur l'actualité nationale. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.